Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio ACB, la radio du collège Le Bernica à Saint-Gilléo, et bienvenue aussi aux élèves de 3e de ce collège pour un dernier chapitre d'histoire, aujourd'hui consacré à la société française des années 1950 aux années 1980. Nous allons nous interroger sur les transformations de cette société française dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce chapitre s'organise en 3 temps. Dans un premier temps, nous verrons la France de la croissance, de 1958 à 1974, à travers notamment la croissance démographique, mais aussi la croissance économique. On parlera également du thème de l'immigration. Deuxièmement, une société en mouvement, à travers des aspirations de la jeunesse, mais aussi l'évolution de la place de la femme dans la société. Et une troisième partie qui abordera plutôt la crise économique depuis 1974, la montée du chômage et l'évolution de l'immigration en France. Vous avez une planche de documents que l'on pourra utiliser, mais on va surtout utiliser le manuel scolaire pour ce travail. Premièrement, la France de la croissance, 1958-1974, grand A, une croissance démographique. Avant de voir ça à travers le document page 190, il faut se replacer dans le cadre d'une France après la Seconde Guerre mondiale, 1945. C'est une période durant laquelle la France connaît une reconstruction et c'est aussi une période de développement économique qui est inaugurée après la Seconde Guerre mondiale. Ce développement économique va durer près de 30 ans, de 1945 à 1974-75, dans ce cas-là. Donc on parle des 30 glorieuses. On peut à ce sujet prendre la définition qui est indiquée page 190. 30 glorieuses, expression qui désigne la période de forte croissance économique que connaissent les pays occidentaux entre 1945 et 1975. Bon, c'est une expression qu'il faut relativiser puisque tout le monde ne connaît pas le développement et la croissance à ce moment-là et la société s'accompagne malgré tout de la persistance d'inégalités sociales et de la pauvreté. On peut donc noter sur notre fiche, après la Seconde Guerre mondiale, la France connaît une période de reconstruction et de développement économique. Développement économique. C'est l'époque où l'industrialisation et le développement industriel continuent dans les pays occidentaux. La croissance économique va durer près de 30 ans, de 1945 à 1974. On parle des 30 glorieuses. Des 30 glorieuses, vocabulaire, page 190. Le document 1 de la planche de documents va nous donner des informations sur la population, mais une partie du tableau nous parle des emplois par secteur d'activité économique. Secteur primaire, secondaire, secteur tertiaire, en pourcentage de la population active. Ce sont des choses qu'on a déjà vues en géographie, mais ce document est intéressant parce qu'il nous donne une évolution de ces 3 secteurs. Et vous voyez qu'entre 1950 et 2010, eh bien, les choses qu'on a déjà évoquées sont confirmées. Le secteur primaire agricole passe de 29% de la population active à 3%. Le secteur secondaire va perdre également du terrain. Il va passer de 33% à 22%. Mais surtout, le secteur tertiaire passe de 37% de la population active à 75% de la population active. Ça correspond donc aussi à l'époque de la tertiarisation, c'est-à-dire les services, le commerce, l'administration, etc., qui se développent à ce moment-là. Après l'aspect économique, voyons maintenant l'aspect démographique, où on parle plus précisément de la population, de sa composition, de son évolution, et le document 1, page 190, nous donne des informations à ce sujet.
C'est la partie haute du document. C'est un histogramme couplé avec une courbe. Alors on a deux choses. En l'histogramme, vous avez l'évolution de la population entre 1949 et 1989. On voit qu'on passe de 40 millions à peu près d'habitants en France à 56 millions en 1989. Actuellement, la population française est de plus de 67 millions d'habitants. Quelle est l'évolution de la population ? Eh bien, cette population augmente. Vous connaissez le commentaire de l'évolution. Cette augmentation de la population est tout d'abord le résultat d'un solde naturel positif. Le solde naturel, c'est la différence entre les naissances et les décès. On a à l'époque un optimisme en l'avenir qui se traduit par une forte natalité, d'une part, mais également un recul de la mortalité, notamment la mortalité infantile. L'augmentation de la population est également le résultat d'un solde migratoire positif, c'est-à-dire de la différence entre les entrées sur le territoire, l'immigration, et les sorties du territoire, c'est-à-dire l'émigration. Là, on le reverra, on a un solde migratoire positif, c'est-à-dire que les arrivées sur le territoire français sont plus importantes que les sorties du territoire français. Les arrivées contribuent à l'augmentation de la population française. Un tiers de l'augmentation de la population française entre 1946 et 1970 est due à l'immigration. Un autre élément qui apparaît sur le premier document, c'est la ligne bleue, vous voyez, espérance de vie à la naissance. Donc c'est l'âge moyen auquel on peut espérer vivre. Donc vous voyez que cette espérance de vie en 1949, donc on fait la moyenne homme-femme, elle est de 65 ans globalement en 1949 et elle passe à 76 ans en 1989. On a pratiquement gagné 10 ans ici durant ces 40 ans. L'espérance de vie moyenne en France est actuellement de 82 ans et elle a un petit peu tendance à diminuer depuis 2014. On est sur des signes plutôt négatifs actuellement. On se situe quand même au-dessus de l'Allemagne, qui a une espérance de vie autour de 80 ans, et au-dessus des États-Unis, qui a une espérance de vie de 78 ans. Cette augmentation de l'espérance de vie est le résultat de l'amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie des Français pendant ces 30 glorieuses. Si on regarde maintenant le deuxième graphique du document 1, c'est un document qui donne des informations sur la répartition de la population par tranche d'âge. Vous avez les moins de 20 ans en orange, les 20 à 59 ans en bleu et les plus de 60 ans en mauve. Vous voyez que dans la période 1949-1969, on a une augmentation des moins de 20 ans qui passe de 30 à 33%. Eh bien, cette augmentation de la part des jeunes dans la société correspond à ce qu'on a appelé le baby boom. On peut donc prendre note sur notre fiche, document 1, page 190. La population augmente, ainsi que la part des jeunes dans la société. On parle de baby boom. Baby boom, c'est donc tiré de l'anglais, et on peut lire la définition de cette expression baby boom, page 190. Baby boom, période de forte croissance de la natalité dans les pays occidentaux pendant les années 1950-1960. En France, ça correspond à la période 45-65. Alors si on revient sur le deuxième document 1, page 190, vous voyez par contre que à partir de 1969, la composition de la population évolue, la part des jeunes est moins importante, la part des adultes l'est davantage, on passe de 48 à 53%. En fait, on revient à la situation de 1949. Par contre, la part des plus de 60 ans passe de 16% à 18 puis 19%. Donc, la part des jeunes est moins importante. On parle d'ailleurs de vieillissement de la population. Ce vieillissement de la population est aussi lié à la baisse de la fécondité. Il y a moins d'enfants par femme
Ça correspond aussi à la fin de la transition démographique, où on passe à un régime démographique caractéristique des pays développés, où le nombre d'enfants par femme est moins important. On peut noter, mais à partir de 1965-1969, la baisse de la fécondité et l'augmentation de l'espérance de vie entraînent un vieillissement de la population française. Certains démographes ont parlé de papy boom en opposition à baby boom. Grand B, maintenant, on va parler de l'immigration en France, c'est-à-dire l'arrivée d'étrangers ou qui viennent de l'extérieur et qui rentrent en France. On va prendre les documents 3 et 4, page 191. On peut également prendre le document 1 de votre planche, qui dans sa partie basse nous indique la part de la population immigrée en France en millions, en chiffres bruts et en pourcentage de la population totale. En 1950, il y a 2 millions de populations immigrées en France. En 1970, 3 millions. En 1990, 4 millions. Et en 2010, 5,3 millions, ce qui correspond à 5% de la population totale en 1950, 6% en 70, 7% en 90 et 8,5% en 2010. On a donc une augmentation régulière de cette population immigrée en France. Alors pourquoi cette augmentation ? Eh bien, c'est lié en tout cas jusque dans les années 70 à la croissance économique qui provoque un besoin de main-d'œuvre. On peut le noter sur votre fiche. La croissance économique provoque un appel massif d'une main-d'œuvre ouvrière immigrée. On a une petite note là-dessus, page 194. Immigrée, donc personne née dans un pays différent de celui dans lequel elle s'est installée. On a différentes vagues de population immigrée en France. Elle vient d'abord d'Europe du Sud, espagnol, portugais, italien, puis elle viendra dans un deuxième temps d'Afrique du Nord, algérien, marocain, la région du Maghreb, et puis la troisième vague concernera plutôt l'Afrique noire. On peut noter ça sur votre fiche. Elle vient d'abord d'Europe du Sud, espagnol, portugais, italien, d'Europe du Sud, puis d'Afrique du Nord, le Maghreb, algérien, marocain, tunisien. Et si vous regardez le document 4, page 191, vous remarquez une augmentation très forte de l'immigration en 1962. Vous voyez, plus de 860 000 personnes arrivent à ce moment-là. Eh bien, l'histoire nous aide à comprendre cet événement, puisque 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie, et les Algériens d'origine européenne vont massivement revenir en France, et la France va accueillir cette population-là, ce qu'on appelle la population des pieds noirs. Alors c'est une population immigrée, c'est vrai à ce moment-là, mais ce n'est pas une population étrangère, puisque ces Algériens d'origine européenne pouvaient bénéficier de la nationalité française à l'époque, et donc ils n'étaient pas étrangers, mais ils étaient immigrés. Cela crée un flou lorsqu'on étudie les chiffres entre population étrangère, population immigrée. Dans certains cas, cette population immigrée, et là dans ce cas-là, elle n'est pas étrangère. Donc on peut rajouter entre parenthèses dans notre trace écrite, immigration accentuée en 1962 par la décolonisation de l'Algérie. Cette population immigrée participe aussi à la croissance démographique, mais aussi à la croissance économique du pays, puisque ces travailleurs contribuent à l'enrichissement de la France. On aurait pu compléter cette étude avec les documents 1, 2 et 3, page 194. On va peut-être lire le document 1, page 194, qui est un témoignage d'un ouvrier qui travaille dans une usine de polissage de métaux au nord de Paris. Et c'est un entretien réalisé par Abdelmalek Sayad, un sociologue, en 1975. Je lis le texte. « Avant de la connaître, je ne croyais pas que la France était une terre étrangère. Je pensais que,
C'est comme si on allait dans un de nos villages des alentours, sauf que c'est plus loin. Combien m'ont précédé, et depuis des temps immémoriaux, je ne suis ni le premier ni le dernier. À commencer par mon frère, il compte maintenant plus de 40 ans en France. Mon père lui-même, en son temps, était déjà venu en France. Il a travaillé dans les mines de charbon du Nord, et même en Belgique. Je garderai toujours en mémoire cette image de mon arrivée en France. On frappe à une porte, elle s'ouvre sur une chambre petite qui sent un mélange d'odeurs, l'humidité, l'atmosphère renfermée, la sueur des hommes endormis. Quelle tristesse! Voilà un témoignage de l'arrivée de cette population immigrée, donc algérienne dans ce cas-là, en France, et qui vont vivre dans des conditions de vie souvent mauvaises et dans des conditions de travail aussi difficiles. Vous voyez, document 2, que cette population va souvent travailler dans le bâtiment et les travaux publics et vivre dans des logements souvent insalubres. Avec document 3, des métiers dangereux. Ici, vous avez un témoignage d'un ouvrier immigré qui décède puisqu'il travaillait dans le nettoyage de cuves de pétrole d'une raffinerie. C'était des métiers aussi dangereux. Lorsque cette population immigrée arrive en France, eh bien, on a souvent des problèmes de logement, on ne sait pas où les loger, et ces gens-là finissent souvent dans des bidonvilles. Alors, des bidonvilles, ce sont des logements de fortune, à l'origine créés avec des bidons que l'on va découper et aplatir pour faire des tôles. Là, ça peut être des baraquements en bois. Vous avez une illustration de ces bidonvilles, document 4, page 195. On va lire également la définition de bidonville, page 194. Bidonville, ensemble d'habitations précaires situées en périphérie d'une ville. On en dénombre 255 en France en 1966. Donc on peut noter sur notre fiche de travail, cette situation révèle un manque de logement. Cette situation révèle un manque de logement. Beaucoup sont logés dans des bidonvilles. Beaucoup sont logés dans des bidonvilles. Vocabulaire, page 194. Et donc le document 4, page 195, nous parle du bidonville de Shahaba, dans la banlieue lyonnaise, en 1960. Vous voyez sur cette photographie des enfants, les pieds dans la boue. On devine derrière les baraquements en bois. Et la note nous dit le bidonville du Shahaba, en arabe ça veut dire patelin lointain ou trou, mais il y a aussi un lieu qui s'appelle le Shahaba, a accueilli une vingtaine de familles, principalement d'origine algérienne, entre 1954 et 1968. Sur ce bidonville de Shahaba, dans la banlieue lyonnaise, on est du côté de Villeurbanne. C'est 400 mètres carrés, ça équivaut à peu près à la surface d'un jardin, une petite maison. On a une vingtaine de familles. Ce sont des familles qui se sont installées là par connaissance. En effet, ce terrain avait été acheté par 2 Algériens de la région de Sétif. Et sur leur terrain, ils ont proposé à des gens de la région de venir sur ce terrain. D'ailleurs, ils s'y installent contre un paiement d'un loyer. Ce bidonville de Shahaba sera détruit à partir de 1967. Il y a eu un livre d'Azouz Begag assez connu, qu'on trouve en littérature jeunesse, Le Gaune du Shahaba, avec même un film qui a été porté à l'écran. Si on revient sur le document 3, page 191, c'est une carte de France qui nous indique la localisation des étrangers en France en 1975. Et vous remarquez qu'il y a une opposition entre la partie ouest et la partie est de la France. La population étrangère se trouve plutôt dans la moitié est du pays. En fait, on a Paris, l'est de la France, la Lorraine, et puis également toute la région Rhône-Alpes, la partie sud-est de la France. C'est lié aux régions qui connaissent une urbanisation et une industrialisation, mais aussi au fait que ces populations préféraient se maintenir dans le sud de la France. Cette immigration n'est pas facile pour cette population qui arrive dans un pays qu'ils ne connaissent pas. On a évidemment le sentiment de déracinement, d'isolement, de rupture. En plus, ils peuvent parfois être victimes de racisme.
On peut revenir rapidement sur le manque de logements que connaît la France à ce moment-là avec le document 1, page 188. Document 1, page 188. On devine ici de grands immeubles, ce qu'on appelle des grands ensembles, et au premier plan, des anciens bidonvilles qui sont en train d'être détruits. On voit qu'il y a encore des femmes qui viennent faire la lessive, et il doit y avoir encore des gens qui habitent dans ces bidonvilles du premier plan. On lit le commentaire. Au lendemain de la guerre, le nombre de logements n'est pas suffisant. Des programmes de construction de grands ensembles sont lancés à la fin des années 50. Attention, cette photographie est plus tardive, elle date de 1974, on est à Saint-Denis dans la région parisienne. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, malgré la reconstruction, au début des années 50, un tiers des Français sont encore mal logés. La majorité des logements sont sommaires et souvent dépourvus de sanitaires. On peut citer à ce sujet l'appel de l'abbé Pierre, durant l'hiver 1954, un appel sur les médias, un appel au secours et à l'aide en faveur des sans-logis dans le froid de cet hiver 1954. Les logements urbains sont insuffisants pour accueillir cette population immigrée, mais aussi la population qui vient de l'exode rural, lié au fait que la population active du secteur primaire agricole diminue énormément suite à la modernisation de l'agriculture qui fait qu'on a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre dans ce secteur d'activité. Donc, il faudra construire des logements, c'est l'exemple du document qu'on vient de voir. Entre 1953 et 1963, près d'1 million de logements seront construits en France. À partir des années 60, eh bien, c'est l'époque de ces grands ensembles, de ces grands immeubles qui vont s'inscrire dans le paysage des périphéries urbaines et notamment de Paris. C'est l'époque d'ailleurs aussi où on va empiéter sur des petits pavillons, sur des jardins également. Ça nous rappelle la chanson de Jacques Dutronc, Le Petit Jardin, qui en 1972 chantait cette chanson en disant « de grâce, monsieur le promoteur, préservez cette grâce » en parlant des petits jardins de la banlieue parisienne qui étaient remplacés par le béton des grands ensembles. Ces grands ensembles, ce sont des logements accessibles. Et on les appelle des HLM, c'est-à-dire habitat à loyer modéré. Ça nous rappelle par exemple la SHLMR qui existe à La Réunion, qui veut dire Société Habitat à loyer modéré réunionnaise. Lorsqu'il y a des opérations immobilières, ça peut être initié par la SHLMR. Donc on peut noter sur votre fiche, et l'État doit financer de vastes programmes de construction de HLM, habitat à loyer modéré. HLM, habitat à loyer modéré. Pour la deuxième partie, intitulée Une société en mouvement, je ne vais pas revenir sur le grand A, les aspirations de la jeunesse. On en a déjà parlé et il faut évidemment évoquer la révolte de mai 1968. Donc on peut le noter, la révolte de mai 68 a montré une jeunesse qui réclame plus de liberté. On peut également rappeler que la majorité à 18 ans leur permet de s'exprimer davantage politiquement, puisqu'ils pourront obtenir plus tôt le droit de vote. On va s'attarder par contre dans un grand B sur la nouvelle place des femmes. À ce sujet, on va prendre la chronologie, page 192. Alors cette chronologie va nous montrer qu'un mouvement de libération et de revendication des droits de la femme va se développer à partir de la fin des années 60. Donc on peut prendre une première définition puisqu'on parle de féminisme. Alors, vocabulaire, page 192, féminisme, mouvement social, courant d'idées et lutte cherchant à promouvoir les droits des femmes dans la société. Donc on peut noter en trace écrite, à partir des années 1960, les combats féministes, vocabulaire page 192, se multiplient. On peut reprendre cette chronologie, page 192.
Ce qui est en question dans ce féminisme, c'est la reconnaissance du droit des femmes à disposer de leur corps. Et là, la question de la contraception et de l'avortement vont être centrales. C'est aussi une question culturelle de l'image de la femme dans la société et notamment d'une lutte contre la domination masculine. Une première date dans la chronologie, 1967, loi Neuwirth autorisant la contraception sous conditions. La contraception, c'est donc les moyens de contrôler les naissances et d'empêcher les naissances, notamment en utilisant la pilule. Et à l'époque, ça reste compliqué parce que cette loi Neuwirth va décevoir certains espoirs car il y a des restrictions qui empêchent un véritable accès à la contraception, notamment l'autorisation parentale. Ensuite, on continue. 1970, loi sur l'autorité parentale partagée également entre la mère et le père. Naissance du MLF, Mouvement de libération des femmes. Alors, loi sur l'autorité parentale, en effet, jusqu'à présent, on était encore sous le code napoléonien où c'est le père qui avait l'autorité parentale. Là, cette loi de 1970 partage l'autorité parentale, mais on verra qu'elle est encore inadaptée, qu'il faudra l'améliorer. Par exemple, lorsqu'il y a un divorce, la mère a la garde de l'enfant, mais le père reste le seul maître des décisions. Et dans le cas des enfants naturels, seule la mère naturelle exerce l'autorité parentale, même si le père a reconnu l'enfant. Donc là aussi, il faudra améliorer cette loi pour que le père puisse avoir également un partage d'autorité parentale. En ce qui concerne le MLF, le document 1 illustre la naissance de ce mouvement de libération des femmes. On voit une marche ici où des femmes, mais pas que des femmes, puisqu'il y a aussi des hommes d'ailleurs dans la manifestation, portent une affiche « Nous ne sommes pas des poupées » assez, où on voit des top modèles. C'est une manifestation contre la domination masculine et l'image de la femme objet. Donc les femmes veulent lutter contre cette image de domination par les hommes. Donc ça date de 1970. Ce mouvement se situe dans le sillage du mouvement américain Women's Lib, mais également de mai 68. Plusieurs actions marqueront cette lutte, comme notamment en 1970, le dépôt d'une gerbe sous l'Arc de Triomphe à la femme du soldat inconnu. Parce qu'on parle souvent du soldat inconnu, mais on ne parle pas de sa femme. Et d'ailleurs, le slogan à l'époque dit « Il n'y a plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme », qu'on oublie souvent. Et il y a des slogans aussi du genre « Un homme sur deux est une femme », pour montrer à quel point la femme est dénigrée et oubliée dans la société. Et puis l'autre question, évidemment, c'est la question de la contraception et de l'avortement. Si on reprend la chronologie, avril 1973, naissance du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et puis il y aura un procès qui va faire date, c'est le procès de Bobigny en 1972. On juge à ce moment-là une adolescente mineure qui a avorté à la suite d'un viol et on juge également son avorteuse. Ces deux personnes sont défendues à l'époque par l'avocate Gisèle Halimi. En effet, à l'époque, on est toujours sous le coup d'une loi de 1920 qui interdit l'avortement et qui, je cite, considère la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle comme illégale. Donc la contraception n'est pas libre et l'avortement pénalement réprimé. Alors, si la contraception a fait des progrès et si elle est de plus en plus autorisée, l'avortement reste malgré tout interdit. Il y a un autre événement qui marquera l'époque, c'est la publication le 5 avril 1971 dans le magazine Le Nouvel Observateur d'un manifeste, une sorte de pétition, ce qu'on appelle le manifeste des 343 françaises. Et c'est en fait une déclaration de 343 françaises, connues souvent d'ailleurs, assez populaires, qui signent un texte disant « Je me suis fait avorter ». Et elles s'exposent ainsi à des poursuites pénales. Donc ça participe à un appel à la dépénalisation de l'IVG 4 ans avant la loi qui autorisera l'interruption volontaire de grossesse. Ce manifeste a été rédigé par Simone de Beauvoir, à l'époque, une philosophe connue, et c'est un acte de désobéissance civile. Aucune des signataires ne sera poursuivie.
C'est une étape importante pour le combat des femmes, pour l'émancipation et l'affirmation de l'autonomie de pensée et d'action des femmes. Ça reflète la lutte contre les différentes formes d'oppression et de misogynie, et c'est une revendication des femmes à l'égalité de tous les droits moraux, sexuels, juridiques, économiques et symboliques. Donc la chronologie nous indique la date de 1974, loi Veil légalisant totalement la contraception, donc on n'a plus besoin d'autorisation parentale, mais surtout, en 1975, la loi est promulguée qui autorise l'avortement ou l'interruption volontaire de grossesse IVG. Vous avez un extrait du discours de Simone Veil, document 4, page 193, mais je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de ce discours. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Alors dans ce discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale, elle est à l'époque ministre de la Santé, ce discours répond d'une part aux attentes de dépénalisation de l'avortement, mais c'est également l'expression d'une stratégie politique. Il faut qu'elle obtienne le vote. Donc elle va s'adresser d'une part aux conservateurs, à la droite, en leur disant que à ce moment-là, bon nombre d'avortements ont lieu de façon illégale, et elle demande à mettre un terme à ce désordre et donc à légaliser finalement, à encadrer l'avortement. En effet, c'était assez dramatique puisque des femmes qui voulaient avorter s'adressaient à ce qu'on appelait des faiseuses d'anges et c'était des avortements qui n'étaient pas faits sous contrôle médical, souvent dans des conditions sanitaires déplorables, avec parfois des atteintes irrémédiables sur la capacité à procréer des femmes. Et là, elle va s'adresser plutôt aux députés de gauche sur l'urgence sanitaire et les risques qu'induisent ces avortements clandestins, mais également sur la nécessité de mettre un terme aux inégalités. En effet, seules les femmes des milieux aisés, ayant des ressources, pouvaient trouver des cliniques ou des hôpitaux ou des médecins clandestins qui leur permettaient d'avorter avec un encadrement médical. Donc elle cherche la voie du consensus, de l'accord général, devant un parterre d'hommes, comme elle dit dans son discours. Ouais, c'est vrai que les femmes sont peu représentées dans l'hémicycle, et d'ailleurs elle devra affronter des insultes violentes qui reflètent combien la sexualité, notamment la sexualité féminine, était encore taboue à l'époque, mais aussi qui reflétait également la misogynie de certains hommes politiques. Donc de temps, la loi Veil de 1974 qui démocratise la contraception,
et la loi Veil de 1975, c'est celle que l'histoire retient surtout, qui légalise l'avortement, l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Simone Veil présente l'IVG comme un ultime recours. D'ailleurs, l'IVG n'est pas remboursée à l'époque par la Sécurité sociale. Il faudra attendre seulement 1982 pour que ce soit le cas. Seuls les avortements thérapeutiques, c'est-à-dire dans le cas d'enfants mal formés ou dans le cas où la santé de la mère est menacée, sont remboursés. Mais un avortement suite à un viol n'est pas remboursé à l'époque par la Sécurité sociale, même si humainement ce serait tout à fait justifié. Sur la planche de documents, je vous ai mis le texte de la loi de 1975. Notons qu'à l'époque, l'IVG ne peut se pratiquer que jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Actuellement, ce délai a été reporté à la 12e semaine de grossesse. Remarquons également que le texte de 1975 nous dit que si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exercent l'autorité parentale ou le cas échéant du représentant légal est requis. Là aussi, la loi a évolué puisque aujourd'hui, une personne mineure peut être accompagnée par une personne majeure de son choix et pas obligatoirement les parents. On va donc revenir vers notre trace écrite sur la fiche. On peut donc noter le MLF, Mouvement de libération des femmes. Le MLF participe à ce mouvement. Les femmes revendiquent le droit à l'autonomie, à la contraception et à l'avortement. La loi Veil, Simone Veil, cette ancienne déportée qui est ministre à l'époque, la loi Veil 1975, c'est une date à retenir, légalise l'avortement. Légalise l'avortement, IVG, interruption volontaire de grossesse. Le document 5, page 194, c'est une affiche syndicale qui invoque l'égalité professionnelle. C'est une affiche de la CFDT et on voit en haut le visage d'une femme, 1 égale 1 le visage d'un homme. Et là, si on revient sur la chronologie, on voit qu'en 1983, on a une loi qui est la loi Roudy sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. On en avait un petit peu parlé en éducation civique. Hélas, cette loi Roudy de 1983 est un joli texte, un beau texte comme on dit, mais qui n'est pas appliqué, car la législation ne prévoit pas de sanctions en cas d'infraction sur le principe de non-discrimination homme-femme au niveau professionnel. On peut donc rajouter en trace écrite, les femmes mènent aussi une lutte contre les inégalités salariales et professionnelles. Notons au passage, la chronologie nous indique qu'en 1975, il y a également une loi instaurant le divorce par consentement mutuel. Jusqu'à présent, le divorce était considéré comme une situation liée à une faute. À partir de là, d'ailleurs, le nombre de divorces va augmenter en France, tandis que le nombre de mariages diminue également à partir de cette date-là. Troisième et dernière partie de ce cours, la montée du chômage depuis 1974. Pourquoi du chômage ? Eh bien, ce chômage est lié à une crise économique. L'événement déclencheur de cette crise économique est lié au prix du pétrole. En effet, on avait une économie dont l'énergie était liée encore grandement à l'époque à la combustion du pétrole qui faisait tourner les centrales électriques et participait par exemple aux industries métallurgiques. Or, en 1973, puis en 1977, à 2 reprises, les pays producteurs de pétrole vont augmenter subitement le prix du pétrole. Donc la France se retrouve désemparée. Cette augmentation du prix du pétrole augmente fortement nos dépenses et il va falloir revoir le système de production économique. C'est à partir de cette époque-là que la France se tournera vers l'énergie nucléaire. Alors ces augmentations du prix du pétrole, on a appelé ça des chocs pétroliers. Donc on peut noter sur votre fiche, en 1974 et 1978, l'augmentation du prix du pétrole provoque 2 chocs pétroliers. Et marque un coup d'arrêt à la croissance économique. On va parler de dépression économique, crise économique. On peut lire la définition d'ailleurs, page 190
pour dépression économique. Dépression économique, longue période de ralentissement et d'instabilité de la croissance économique. Nous sommes toujours actuellement dans cette période de dépression économique. Et là, c'est un peu particulier puisque avec la crise du coronavirus, la France et l'Europe n'ont jamais connu une telle situation de dépression économique, c'est-à-dire d'arrêt de la croissance et même au contraire d'endettement. Qui dit crise économique ou dépression économique dit fermeture d'usines, vous vous en doutez. Des pans entiers de notre industrie vont être supprimés. Je pense par exemple à l'industrie navale, au chantier naval, mais également à l'industrie textile qu'il y avait dans le nord de la France, et puis même à l'industrie d'extraction du charbon, et puis un petit peu plus tard à l'industrie métallurgique. On peut donc noter cette dépression économique entraîne du chômage et des conflits sociaux contre les fermetures d'usines. Le document 1, page 196, nous montre justement l'évolution du chômage en France. Vous voyez qu'à partir de 1975, si on prend le taux de chômage sur l'ensemble, c'est la ligne rouge, on passe de 4,5% de la population active en 1975 à 8,5% en 85. Ça baisse un petit peu en 90. Actuellement, le taux de chômage est autour de 8% de la population active. Alors, lorsqu'on regarde un peu plus en détail ce graphique, vous voyez qu'en noir, on a le taux de chômage des moins de 25 ans. Et là, il va atteindre 19% en 85. On voit également que les femmes sont plus exposées au chômage si on compare la ligne mauve par rapport à celle des hommes, la ligne bleue. Ce chômage va frapper inégalement les groupes sociaux, les jeunes, surtout sans qualification, les femmes et les immigrés sont les plus touchés. C'est le début de la précarisation de l'emploi. Les emplois ne sont plus pérennes, ne sont plus définitifs. Et on voit document 2 des manifestations de chômeurs, ici en 1977. Vous remarquez d'ailleurs que sur cette photographie, il y a beaucoup de femmes, puisque les femmes sont également touchées par ce chômage. Il y a des licenciements massifs dans les industries qui vont réduire la quantité de main-d'œuvre et tenter soit de moderniser l'outil économique, soit d'acheter à moindre coût à l'étranger. Qu'en est-il de l'immigration ? On va revenir sur ce thème-là. Évidemment, face à la crise économique, le besoin de main-d'œuvre étrangère s'estompe, diminue. On peut le noter sur la fiche. Le besoin en main-d'œuvre étrangère diminue. Et l'État va décider en 1974 la fermeture des frontières. C'est-à-dire qu'on arrête d'autoriser l'arrivée de cette population immigrée. L'État décide la fermeture des frontières. Pourtant, un petit peu plus tard, en 1976, c'est le document 5, page 195, il va y avoir malgré tout une politique de regroupement familial. C'est-à-dire qu'on va accorder la possibilité à la population immigrée résidant en France de faire venir le reste de la famille restée à l'étranger. Et là, on vise l'intégration de cette population. On cherche à intégrer cette population dans la société française. On peut lire d'ailleurs la définition de ce terme-là, intégration, page 194, processus d'insertion des immigrés dans la société d'accueil, de participation à la vie sociale et civique. Donc on peut noter sur votre fiche, pourtant une politique de regroupement familial 1976, document 5, page 195, encourage l'intégration de ces populations immigrées. Alors c'est pas simple pour ces populations immigrées, puisqu'en 1974, suite à la fermeture des frontières, les populations immigrées devaient choisir entre un retour définitif au pays ou une installation définitive en France. Là, l'assimilation, l'intégration ne se fait pas non plus facilement. On ne renie pas du jour au lendemain sa culture et ses origines. Enfin, on peut terminer avec le document 5, page 197.
Face à la montée de la pauvreté, le gouvernement crée en 1988 le RMI. RMI, on a la définition page 197, RMI, revenu minimum d'insertion, instauré en 1988, qui garantit des ressources minimales aux personnes à faible revenu. Donc c'est Michel Rocard, Premier ministre à l'époque de gauche socialiste, qui instaure ce dispositif qui permet aux familles qui n'ont pas de revenus, qui ne touchent plus de chômage, d'avoir un revenu minimum. Aujourd'hui, on appelle ça le RSA, le revenu de solidarité active. On a également le document 4, page 197, les débuts des Restos du Cœur à Gennevilliers en 1985, où on voit l'humoriste Coluche qui distribue des repas gratuits aux plus pauvres. On peut faire un lien avec ce qu'on appelle les ONG, les organisations non gouvernementales, qui vont suppléer au manquement de l'État pour aider les plus pauvres et subvenir aux besoins de la société. On peut noter également, naissent aussi des mouvements de solidarité comme les Restos du Cœur. Voilà pour ce dernier chapitre d'histoire cette année. Chapitre assez long et assez dense, beaucoup de choses à dire qui nous ont fait voir la croissance démographique, mais également le vieillissement de la population, le phénomène de l'immigration, et puis l'évolution culturelle, l'évolution des mentalités, également des droits, du droit des femmes dans cette société française, jusque dans les années 80. Et depuis, cette société a continué d'évoluer, évidemment. Merci à tous pour votre écoute et bonne continuation sur les ondes de Radio ACB 101.7 FM.